Voilà. Donc, bienvenue à toutes et tous dans cette soirée de rencontre sur le thème voilà, de l'insertion professionnelle en croisant du coup écologie, environnement et solidarité internationale. Peut-être je vais me présenter et présenter Engagé et Déterminé. Donc moi, je m'appelle Diane de Chabot et donc je travaille chez Engagé et Déterminé, qui est un réseau national d'associations jeunes et étudiantes qui œuvrent et qui luttent pour la solidarité internationale. Donc nous, on est voilà, une association présente partout sur le territoire et donc on accompagne des collectifs, des associations et en parallèle, on essaie aussi d'accompagner des individus et notamment dans leur insertion professionnelle. Et c'est dans ce cadre-là qu'on organise régulièrement ce type de rencontres donc pour mettre en relation des jeunes qui cherchent potentiellement un emploi ou un stage, enfin en tout cas qui souhaitent s'intégrer professionnellement dans la solidarité internationale et les faire rencontrer des professionnels. Donc on essaie de varier à chaque fois les thématiques, les profils, voilà, pour qu'il puisse y avoir une rencontre, un échange. Donc voilà, l'objectif de ce soir, c'est que vous trois, donc on a trois intervenants, intervenantes qu'on est ravis d'avoir, vous puissiez revenir un peu sur votre parcours professionnel, la structure pour laquelle vous travaillez aujourd'hui et un peu quelles sont vos missions. Et peut-être donner quelques conseils, quelques pistes quant à l'insertion professionnelle, voilà, peut-être par rapport aux difficultés que vous aviez pu rencontrer vous, ou que peut-être vous rencontrez voilà, actuellement. Voilà, donner un peu des conseils et un retour d'expérience. Donc, on a trois intervenants intervenantes ce soir. Donc, Lucie Pelletier, qui est donc consultante sur les migrations environnementales et les mouvements sociaux, donc pour l'initiative des Ponts Pas des Murs, qui est portée par le CRID, si je ne dis pas de bêtises, et donc qui est aussi très engagée pour l'association Climate, et notamment la web-série sur les déplacés climatiques, donc on a l'occasion d'y revenir. Donc on accueille aussi Tian Zhang, donc, qui est responsable campus et formation pour l'association On the Green Road. Et on accueille aussi donc, Jules Obama, donc, qui est coordinateur du programme Génération Climat, qui est porté par la Fondation Nicolas Hulot et le Forum. Voilà, donc on a trois intervenants de qualité. Pour vous expliquer un peu comment la soirée va se dérouler, donc chaque intervenante va pouvoir revenir sur son parcours, ses conseils, etc. pendant environ une vingtaine de minutes. Et entre chaque intervenante, on aura une petite session de questions-réponses. Comme on est assez nombreux et nombreuses, essayez de garder votre micro coupé quand vous ne prenez pas la parole. N'hésitez pas à poser des questions lorsqu'on fera les sessions de questions-réponses. Et en prenant la parole, vous pourrez vous présenter un petit peu. Vous pourrez mettre une petite étoile dans la conversation pour signaler que vous voulez prendre la parole. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Du coup, si ça vous va, on peut commencer donc par Tian, puisque tu m'avais dit que tu devais nous quitter un petit peu plus tôt. Donc voilà, si tu veux, la parole est à toi, si tu veux te représenter et nous présenter ton parcours. Merci beaucoup, Diane. Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes nombreux, donc je suis contente. Donc on a toujours du mal du côté associatif à mobiliser des personnes, donc on est content quand il y a beaucoup de monde. C'est bon? Ouais. Du coup, je vais vous présenter un peu mon parcours, ce que je fais, voilà, les difficultés, mais ce qui est bien aussi. Et puis, je vous laisserai me poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc, moi, je m'appelle Tian Zhang. En fait, aujourd'hui, j'ai deux activités. Je travaille dans l'association On the Green Road, qui est une association de voyage engagé qui sensibilise en fait à la transition écologique et solidaire via le partage de récits de voyage de notre communauté d'exploratrices et explorateurs. Et je vous en dirai un peu plus après. Et ma deuxième activité, je suis artiste. Je fais principalement des travel journals, donc c'est des journaux de voyage, mais aussi d'autres formes artistiques. Mon souhait étant plus d'aider les personnes à se découvrir plus, à apprendre à s'écouter, à vivre en phase, en harmonie avec soi-même
et donc avec les autres à travers la créativité et le voyage. Et donc, sous mon nom d'artiste, Zwatitude. Alors, du coup, je vais vous raconter un peu mon parcours jusqu'ici. En fait, j'ai commencé par un parcours assez... qui n'a rien à voir. Donc, j'ai suivi la voie qui m'était indiquée par mes parents, comme je pense beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes. Et donc, j'ai fait une prépa et ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur. Bon, au moins, j'ai pu choisir la filière dans laquelle je me suis engagée, qui était énergie et environnement. Donc, j'ai fait mes études d'ingénieur à l'INSA de Lyon, donc une école d'ingénieur, dans cette filière. Et puis, à la suite de cela, j'ai commencé à travailler, mais je voulais travailler sur l'international. Et donc, j'ai travaillé dans une entreprise, alors française, mais dans le département international, sur le traitement d'eau et alors, le traitement d'eau usée et aussi l'accès à l'eau potable. Donc, c'est-à-dire amener voilà, l'eau potable dans les villes ou dans des nouvelles villes en construction et aussi traiter les eaux usées, donc les amener à des stations et ensuite les traiter. Donc, moi, je faisais principalement de la gestion de projet, de ces projets il y avait beaucoup de projets en Afrique, en Europe centrale, il y en avait aussi au Moyen-Orient et un peu en Amérique latine. Et puis, je faisais, on va dire, 80% de gestion de projet et puis 20% de design, de technique. Voilà. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. J'avais énormément appris. Euh, et sauf que, à force justement de travailler dans des projets d'envergure assez grande, parce que c'est des projets internationaux, souvent où beaucoup d'équipes de différents pays sont impliquées et qui sont financées en fait par les banques mondiales ou des banques européennes. Je me suis rendu compte à quel point, en fait, ces projets derrière, il y avait énormément, bien sûr, d'enjeux politiques et financiers derrière. Et que moi, en tant qu'ingénieur, je n'avais pas le pouvoir d'action si jamais je n'étais pas en accord, on va dire, éthiquement, avec les projets sur lesquels je travaillais. Du coup, notamment des problématiques d'impact sur la population locale, des problématiques de pollution de grande envergure, de pollution industrielle, de pollution des eaux, pollution des côtes. Voilà. Et puis, donc, je me posais en fait beaucoup de questions. J'imagine que certains d'entre vous, si vous êtes là ce soir, c'est que vous vous posez aussi des questions. Et donc, moi, dans mon travail, même si j'apprenais énormément, c'était très intéressant, et puis je travaillais donc avec beaucoup de personnes de différents pays, et c'est ce que je cherchais, c'était très enrichissant. Malgré cela, tous les jours, j'allais au travail et que mon cerveau, dans un petit coin, il n'arrêtait pas de poser toutes ces questions et d'être dérangé, au bout d'un moment, en fait, on n'a juste pas le choix. Faut écouter cette voix parce que sinon, elle continue juste à nous déranger. Et du coup, je me suis dit, comment je peux faire pour arrêter de... Enfin, surtout pour éviter de devenir comme les gens autour de moi. J'avais l'impression que les adultes, entre guillemets, parce que j'avais 22, 23 ans, j'avais l'impression qu'ils avaient aussi à un moment des idéaux et que, en fait, ils n'ont pas forcément agi complètement dessus et qu'au fil de l'eau, ils se sont fait rattraper par la vie, ce qui est totalement compréhensible et finalement assez normal. Mais certains avaient quand même cette amertume qui restait justement de rester dans cette voie parce que peut-être ils n'avaient pas pris le bon tournant au bon moment. Et donc moi je voulais pas devenir comme ça. Et du coup je me suis dit faut que je change, c'est pas ma voie. Et l'éducation en fait m'est apparue un peu comme une évidence pour des goûts complètement personnels en fait. Pour moi, je croyais et je crois toujours que l'éducation est la plus importante des choses si on veut changer une société, si on veut changer les mentalités. Et donc, il faut agir à la base. Moi, je ne crois pas trop en la politique, je crois plus en l'éducation. Donc, je crois en tout ce qui est à la base. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu l'opportunité de prendre 6 mois en fait off en sabbatique de congés sabbatiques. Donc, je les ai pris et j'ai réfléchi à comment je pouvais justement, par quels moyens je pouvais rentrer dans la filière de l'éducation, sachant que je ne voulais pas non plus faire de l'éducation classique. Et à ce moment-là, c'était en donc 2015, le service civique, le volontariat en service civique commençait à se faire connaître.
Et donc, ben, j'ai profité de cette occasion-là. Je me suis dit, ben, tiens, ça, c'est une façon donc, de rentrer dans la filière sans être trop engagée, mais enfin, trop engagée, on va dire, au niveau professionnel, mais tout en étant assez engagée au niveau de ses valeurs, de ses convictions et de nos actions. Et donc, j'ai fait un volontariat en service civique dans un lycée et j'étais éducatrice au développement durable. Donc, j'ai quand même choisi un sujet qui m'intéressait beaucoup. Et en fait, j'ai fait 1 an donc, dans ce lycée et ça m'a complètement confirmée en ce que je voulais faire parce que j'ai travaillé donc, avec des adolescents, ces lycéens, et c'était, ça m'a beaucoup touchée, en fait, le potentiel qu'il y avait en eux, toutes leurs convictions et leur espoir et leur envie d'action. En fait, tout ça, c'est ça qui me motivait et qui faisait que je voulais continuer là-dedans. Donc, ça a vraiment confirmé ma volonté de travailler avec des jeunes parce que c'est en eux que je crois et c'est en eux que je pense qu'il faut investir notre énergie, quoi. Donc, vers la fin de mon service civique, les derniers mois, j'ai commencé à préparer un projet en parallèle parce que le service civique, c'est un moment vraiment de transition que d'ailleurs je conseille à tous les jeunes étudiants ou lycéens. Euh, c'est un moment où en fait, c'est un peu en tournant, c'est une période de transition, c'est un tremplin, tout ce qu'on veut, mais c'est vraiment une période où on peut un peu se remettre en question, se centrer sur soi-même et penser à ce qu'on veut faire après. Et surtout, on rencontre des personnes très différentes, d'horizons différents, qu'on ne rencontrerait pas dans dans la scolarité classique et qui va nous permettre justement de nous ouvrir sur de nouveaux horizons. De nouveaux horizons. Et du coup, vers la fin de mon service civique, je commençais à penser au futur, à l'après. Et ça faisait déjà quelques années que je m'étais promise que j'allais faire un tour du monde. Euh, je voulais voir le monde. Et en même temps, je ne voulais pas juste faire le tour du monde. C'est-à-dire que je voulais quand même que ce tour du monde soit quelque chose d'utile, qui m'apporte non seulement à moi, mais aussi qui apporte aux autres. Donc, j'ai monté un projet en fait avec mon compagnon, un projet, on a créé une association bon, qui n'est plus d'activité aujourd'hui, mais c'était vraiment pour porter un projet d'éducation à l'interculturalité. Parce que c'est un sujet qui nous tenait à cœur à tous les deux. Parce que moi, en fait, je suis née en Chine et je suis venue en France quand j'avais 9 ans. Et mon compagnon, lui, il est sicilien, italien, et il est venu en France pour ses études, donc après le lycée. Ce qui fait qu'on a un peu un background double culture. Et on s'est rendu compte à quel point, en fait, c'est vraiment une chance pour nous. Et moi, personnellement, j'ai remarqué aussi, j'ai observé que les personnes qui étaient en contact peut-être avec des personnes justement d'origines différentes ou qui ont pu voyager ou qui ont pu vivre dans des endroits différents, en fait, avaient un impact vraiment plus positif autour d'eux. Ils émanaient un peu plus d'ouverture, de curiosité, d'empathie, de compréhension des autres. Alors ça, c'était mon observation à l'époque et du coup, je voulais vraiment partager ça. Et notre souhait, c'était vraiment d'inspirer les jeunes à être plus ouverts sur le monde, à vraiment casser les barrières, casser la peur de l'inconnu, la peur de l'étranger. Et donc, on a porté ce projet autour du monde pendant 400 jours exactement. Et donc, on avait une partie conférence où on a raconté beaucoup en fait, de nos histoires personnelles et pourquoi on faisait ce projet, pourquoi on venait là à leur rencontre. Et ensuite, on passait beaucoup de temps à interviewer les jeunes qu'on rencontrait individuellement pour qu'ils nous racontent leur propre histoire. Et donc, on filmait ça et puis on les montrait à d'autres jeunes d'autres pays pour un peu essayer aussi de les lier malgré la distance physique qui les séparait. Justement, encore une fois, pour casser cette image des préjugés, les stéréotypes, et de les faire sentir qu'ils sont en fait les mêmes. Donc voilà, on a mené ce projet et c'était ça m'a donné des réponses aussi pour ma vie professionnelle future, puisque je m'épanouissais beaucoup dans ce qu'on faisait. Ça avait beaucoup de sens. Et puis le fait de voyager, ça apporte aussi beaucoup de réponses personnelles, on va dire. On a beaucoup plus de temps de réfléchir, mais surtout, on a cette liberté d'être soi-même, de s'affirmer, d'apprendre à s'écouter, de savoir qui on est, de comment vivre en phase avec soi.
et en même temps, d'observer toutes les différences qu'il y a et du coup, d'apprendre aussi à vivre en harmonie avec les autres et d'apprendre des autres. Donc ça, c'est devenu un peu, je me suis encore plus confirmée là-dedans. Et donc, une fois de retour en France, j'ai voulu aller au-delà de juste l'inspiration et l'éducation, mais de pouvoir donner les outils aux jeunes, de pouvoir réaliser ça, de réaliser en pratique cette ouverture sur le monde. Puisqu'en faisant ce tour du monde, en fait, on a remarqué, on a observé que les jeunes, souvent, ce qui les bloquait, il y avait la peur, mais il y avait aussi le côté pratique ou financier, qui en fait sont plus justement de l'imaginaire. Enfin, les difficultés peuvent venir plus de l'imaginaire et des peurs que de la réalité. Donc, je voulais créer en fait quelque chose qui puisse leur permettre de transcender ça. Donc, je suis devenue entrepreneuse. Donc, j'ai voulu monter ma propre entreprise. Je suis un peu entrée dans le monde de la start-up. Je voulais créer un système où vous savez, les correspondants, il y a des systèmes de correspondants quand on est au lycée ou au collège, des fois, les correspondants linguistiques. En fait, moi, je voulais créer ça, mais pour les étudiants et aller au-delà de linguistique, c'est-à-dire d'avoir des séjours vraiment chez l'habitant, chez l'autre étudiant et d'échanger. Enfin, ça, c'était l'idée initiale. Donc, pendant un an, j'ai fait ça. Ça s'est avéré à la fin par un échec pour des questions aussi euh, on va dire, de problèmes avec mon associé et puis ensuite d'idées divergentes avec l'incubateur dans lequel j'étais. Et, et tout ça, ça m'a fait rendre compte aussi que je ne voulais pas faire du business. Je revenais encore à ma source qui était l'éducation. Donc, j'ai eu pour idée de créer un peu une université du voyage. Ça n'a que le nom d'université, mais c'était dans le principe, j'imaginais, voilà, dans de lointain, une université du voyage pour apprendre justement à voyager autrement, à voyager en se concentrant sur plus les rencontres, sur l'interculturalité, aller à la rencontre de la diversité et centrer sur soi et porter un nouveau regard en fait sur ce qui nous entoure. Et en fait, du coup, j'ai commencé à en parler autour de moi et c'est là que en fait, l'association On the Green Road m'a proposé de les rejoindre parce qu'en réalité, cette association, On the Green Road, je l'avais rencontrée à mon retour de voyage. Et du coup, là, je vais vous dire un peu plus sur cette association. En fait, c'est une association qui accompagne des voyageurs et des voyageuses engagées qui ont des projets liés à des problématiques écologiques ou solidaires et qui voudraient justement le partager au grand public. Et donc ça, c'est l'essence de l'association, c'est l'accompagnement de ce qu'on appelle les exploratrices et explorateurs. Et donc moi, en fait, à mon retour de voyage, je suis rentrée en France, je suis rentrée à Lyon. Et à Lyon, j'ai rencontré cette association et donc je suis devenue exploratrice puisque j'avais ce projet que je voulais continuer de mener après le voyage. Et donc on se connaissait bien, en fait, on travaillait déjà ensemble, etc. Et donc quand moi j'ai commencé à parler aussi de cette idée d'université du voyage, ils m'ont proposé en plus d'être exploratrice, en fait, de les rejoindre en tant que salariés parce que eux, ils avaient aussi un peu cette volonté. Ils avaient aussi des ressources que moi, je n'avais pas en tant qu'individu. Et donc, ils m'ont proposé de venir développer ça au sein de l'association. Et ce qu'on appelle aujourd'hui, on a trouvé un autre nom pour ce projet qu'on appelle Campus VIP pour Voyage à impact positif. Et donc, aujourd'hui, j'ai cette double casquette d'exploratrice, mais aussi de responsable formation et campus. C'est-à-dire qu'en fait, on donne des formations alors, aux voyageurs et voyageuses engagés, ou toute personne, et surtout étudiants qui ont des projets. On leur donne des formations de création de contenu de partage. Donc, que ce soit audiovisuel, photo, carnet de voyage, podcast, livre, voilà. C'est support où on peut partager un projet ou un sujet qui nous tient à cœur. Et puis, je forme énormément aussi de partenariats avec les écoles et les universités, donc de l'enseignement supérieur, pour accompagner les étudiants à la mobilité durable. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes tous incités à avoir une expérience internationale, pour beaucoup d'entre vous,
ou simplement d'avoir une expérience d'immersion, donc soit en alternance, stage, job. Et sauf que on trouvait ça dommage qu'il n'y ait pas un accompagnement qui puisse valoriser ça. Parce que pour nous, en fait, ces périodes de la vie, c'est très important. C'est une période formatrice, une période initiatique de votre vie. Et donc, voilà, nous, on propose tout un accompagnement avec des moments d'inspiration où vous rencontrez des voyageurs et voyageuses qui sont passés par là. Où on peut aussi créer des contenus de partage sur nos expériences. Voilà. Donc, c'est un peu l'état d'esprit. Et en pratique, la structure, en équipe opérationnelle, on est entre 15 et 20 personnes, entre les salariés, les volontaires en service civique, les alternants, les stagiaires. Voilà, on est une équipe qui grandit vraiment d'année en année. Et puis après, on a vraiment toute une communauté d'exploratrices, explorateurs. On a une communauté de bénévoles, dont beaucoup étudiants, et une communauté de partenaires. On est très bien implanté dans dans l'écosystème associatif, local, mais aussi français. Et puis, une communauté de formatrices et formateurs aussi, voilà, qui sont là aussi par volonté de se rapprocher de l'état d'esprit de notre association. Du coup, pour vous dire un peu le quotidien de mon métier, les points très positifs que moi j'aime beaucoup, c'est que je me sens moins seule. Quand on veut faire quelque chose de différent, et je pense que je vois Diane hocher de la tête, je pense que quand on travaille justement dans des secteurs un peu, qui sortent un peu des rails classiques, on peut être un peu le vilain petit canard de la famille ou le vilain petit canard du groupe d'amis, ou alors les gens autour de nous ne comprennent pas ce qu'on fait. Et il faut vraiment un effort individuel pour continuer à faire ce en quoi on croit. Et bien, comparé à quand j'étais entrepreneuse ou alors quand on menait notre tour du monde, aujourd'hui, être dans une équipe, être dans une association, c'est vraiment avoir tout un système de soutien et de solidarité. Et on travaille dans le même objectif, on partage nos valeurs, on discute de sujets super intéressants. Et donc, ne pas se sentir seul, d'être épaulé, ça, j'apprécie énormément. Ça a changé ma vie. Euh, Ensuite, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est là, on est une structure qui est en croissance, même si l'association va fêter ses 10 ans cette année. euh, on a quand même, les activités, on va dire, actuelles ont commencé qu'il y a 4 ans, on va dire, plus ou moins. Et ce qui fait qu'on est vraiment en pleine croissance. Et ce qui fait que j'ai l'impression d'être encore une entrepreneuse, mais au sein de l'association. Donc une intrapreneuse, si vous voulez, puisque je peux prendre l'initiative de proposer de nouveaux projets, prendre en main complètement un projet et vraiment faire d'être multifacette, multitâche, voilà, de voir vraiment toutes les facettes d'un projet du début à la fin. Et en fait, c'est pas valable que pour moi, mais pour toute personne de l'asso. Même les volontaires en service civique, on leur donne énormément de liberté là-dessus. C'est qu'ils veulent proposer des choses, et ben ils peuvent, et puis ils le font, quoi. Et on les soutient dans ça. Et puis l'autre point très très positif, le troisième, je dirais, c'est la liberté dans le sens vraiment large. On a une liberté de parole. C'est un milieu très bienveillant, pas seulement au sein de l'association, mais aussi les autres. Comme je disais, on est très implanté dans l'écosystème associatif, alors notamment lyonnais, et surtout avec les autres assos étudiantes. Euh, et du coup, on sent cette liberté de parole. On peut parler de choses, et on ne se sent pas réprimé, ou on ne se sent pas en mode, je sais pas, t'es bizarre, je comprends pas ce que tu fais, pourquoi tu fais pas un job comme tout le monde, quoi. Donc ça fait du bien. Il y a aussi une certaine liberté pratique, on va dire. Alors moi, je travaille en temps partiel puisque j'ai une autre activité artistique à côté. Et donc, mes heures sont assez flexibles tant que j'assure ce qu'il faut assurer. Et voilà, donc ça, c'est appréciable. On fait très attention à ce que l'humain vienne avant l'efficacité. Donc, ça, c'est important. On respecte beaucoup cette liberté individuelle tant que ça n'empiète pas sur la vie d'équipe et l'avancement des objectifs, l'atteinte des objectifs de l'asso.
Maintenant, les quelques points un peu négatifs. Les difficultés, on va dire, je peux dire quelque chose qui se retrouve aussi dans d'autres assos, puisqu'on a pu en discuter justement à des moments interassociatifs. C'est peut-être une petite pression, on va dire, justement dans des... Alors, j'entends un écho. J'en profite pour voir. Okay. Une pression dans le sens où, en fait, comme justement on est une petite asso, ben, chacun, on va dire surtout les salariés, ont une responsabilité assez importante. Ce qui fait que quand on s'absente, c'est difficile parce qu'on est difficilement remplaçable, même si tout le monde fait des efforts en fait, pour justement nous remplacer ou font des efforts pour vraiment venir en solidarité. Mais quand même, ça pèse un peu dans le quotidien et pour voilà, réaliser toutes les tâches, s'il y a une urgence, il faut être là, il faut assurer. Donc ça peut être une certaine pression dans des petites structures. Ensuite, dans l'associatif en particulier, il y a aussi le côté engagement. Donc, on a dans les assos souvent les cofondateurs ou les fondateurs de l'asso qui sont là, ou des personnes qui sont là de manière plus historique. Et en fait, ils sont à fond, quoi. L'asso, c'est leur vie. Et quand on arrive après et qu'en fait, on est quand même salarié, on peut peut-être se sentir parfois... On peut peut-être culpabiliser. Alors, ça ne veut pas dire qu'on nous fait culpabiliser, mais par contre, c'est délicat. C'est délicat, il faut savoir s'affirmer, il faut savoir poser ses limites. C'est toujours entendu, en tout cas dans notre asso, quand on pose nos limites, c'est toujours entendu et respecté, mais il faut le faire. Et en fait, on peut vite tomber, puisqu'il y a toujours ce risque, vite tomber dans le danger de justement y passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et s'épuiser, parce qu'il y a toujours, on ne travaille pas dans ces secteurs pour se nourrir, quoi. On travaille dans ces secteurs vraiment par engagement. Voilà. Et donc, l'équilibre perso et pro, il faut toujours le maintenir et se faire entendre. Donc, ça fait partie des difficultés, mais on peut toujours les résoudre en discutant avec nos collègues. Et enfin, peut-être un conseil pour qui est là ce soir et qui peut-être cherchait à emprunter des chemins un peu différents de ce qu'on a pu vous enseigner. Je dirais qu'il faut rester toujours curieux, écouter l'histoire des autres. Bon, vous le faites bien ce soir, du coup, mais restez curieux, vraiment, posez des questions et affirmez-vous dites ce que vous voulez, en fait. Ce que vous voulez. Dites, dans le sens, dites ce que vous recherchez. N'hésitez pas à vous affirmer, n'ayez pas peur. Ayez aussi la patience de répéter. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément facile pour tout le monde de comprendre. Et donc, répétez, moi, je veux travailler dans la solidarité internationale. C'est ça que je veux dans la vie. Et de le dire sans y mettre d'ego, mais juste en le disant calmement, avec patience, le répéter. Pourquoi vous voulez faire ça? Et du coup, faire connaître l'info, ce qui fait que, en fait, il se peut que les opportunités viennent à vous, comme moi, en fait, dans cet asso. Je n'ai pas demandé à être salariée dans cet asso, mais parce que j'en parlais autour de moi, voilà, cette opportunité est venue. Et puis, le deuxième conseil que je vous donnerais, c'est beaucoup plus personnel, mais je pense qu'on peut y être vraiment facilement confronté, et je peux l'observer autour de moi aussi, c'est de résister aux forces extérieures. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que justement, comme vous faites quelque chose qui n'est pas forcément, vous voulez en tout cas faire quelque chose qui n'est pas forcément connu ou emprunter des voies qu'on ne comprend pas forcément, il peut y avoir des personnes autour de vous et peut-être proches de vous. Dans mon cas, ma famille, mes amis proches ont pu jouer ce rôle. C'est d'essayer de me convaincre de ne pas faire ce que je veux faire, en fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quelque part,
s'ils ne comprennent pas, en fait, s'ils ne comprennent pas ce que vous faites, ça leur fait peur, ils sont déstabilisés. Et donc, ils vont projeter, en fait, ces peurs sur vous. Donc, comprendre qu'eux, ils sont le reflet d'une société qui est éduquée en masse, où on a un chemin classique, c'est très important pour vous protéger, vous, parce que ce n'est pas un chemin facile. Vous allez peut-être ne pas trouver le soutien que vous voulez auprès des personnes que vous voulez, mais du coup, il faut le comprendre et s'y préparer, et donc avoir de la résilience vis-à-vis de ses avis, de, de la peur des autres finalement, et de comprendre que c'est pas forcément personnel à vous. C'est pas, voilà, ne pas se remettre en question forcément, mais comprendre d'où viennent les sources, savoir les observer, les analyser, et quand même prendre ce qui est à prendre, mais rejeter ce qui est à rejeter, quoi, pour pouvoir continuer votre chemin à vous. Voilà. Donc, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir dans les limites de mes capacités. Bah, merci beaucoup, Tiane, pour ton témoignage. C'était super intéressant d'entendre ton parcours et moi, ça m'a permis de mieux connaître On the Green Road aussi. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ça peut être assez général ou vraiment des questions par rapport à vous, votre recherche et votre parcours plus spécifiquement. Donc voilà, c'est un peu l'idée de ce soir, c'est aussi d'avoir un temps d'échange. Donc vraiment, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre une étoile dans la conversation ou un plus, enfin, vous signaler à l'écrit si vous voulez prendre la parole. Ne soyez pas timide. Si vous êtes timide, vous pouvez peut-être l'écrire dans le chat. Oui. Ah, on a Lucia, du coup, qui lève la main. Bah, n'hésite pas à poser ta question et du coup, tu peux aussi dire un petit mot peut-être sur toi si tu veux te présenter. Oui, bonsoir. Alors, merci Tiane et merci Diane aussi pour cette belle présentation. Donc, je m'appelle Lucia, je suis en master à Sciences Po Toulouse en solidarité internationale et j'aimerais, à la suite de mon master, travailler dans la solidarité internationale et dans tout ce qui touche à l'enfant, donc aux droits de l'enfant dans le monde, etc. Et je pense que ça rejoint un peu ce que tu disais, Tiane, par rapport à l'éducation, pas pure et dure, comme on voit dans les écoles françaises ou quoi. Et je me posais la question par rapport au service civique que tu as fait, qui, je crois, t'a pas mal aiguillé dans ce que tu as fait par la suite. Est-ce que tu me conseillerais de faire un service civique à la suite de mon master avant de directement essayer de chercher un travail dans ce domaine? Bonsoir, Alicia. Je conseillerais, alors oui, donc la réponse est oui, mais il y a d'autres voies aussi. Je dirais que le volontariat en service civique, c'est assez facile. Si tu veux en fait commencer, c'est assez facile. Faut juste faire attention qu'il faut avoir moins de 25 ans quand tu signes le contrat, enfin, du coup, la veille de tes 26 ans. Mais c'est plus facile que de trouver un job ou même un stage, j'imagine, parce que si tu finis tes études, tu ne peux plus avoir de convention. Donc, ça peut être une voie plus facile de rentrer dans des domaines et de tester des choses. Après, tu as le droit à un service civique. Et tu as aussi moins de pression, on va dire, d'objectifs à atteindre. Dans un service civique, tu n'as pas comment on dit, d'objectifs de résultats. Voilà. Tu as des objectifs de moyens. Donc, ça veut dire que tu es engagé et tu dois faire ce que tu peux pour ta mission, mais il n'y a pas de résultat. Et donc, tu ne peux pas être puni, licencié ou je ne sais pas quoi. Donc, pour ça, oui, en pratique. Après, il peut y avoir aussi une très bonne ambiance. En fait, si tu t'engages dans une association, par exemple, où il y a aussi d'autres volontaires, c'est aussi une super occasion de rencontrer plein de gens différents. Et surtout, les services civiques, alors, ce n'est pas toujours dans des associations, mais principalement dans des associations. Ça peut aussi dans des, je crois, des municipalités, dans des structures éducatives aussi. Et dans ce cas-là, en fait, ça te permet de... j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, de rencontrer vraiment des personnes assez différentes. Voilà, on va dire que c'est... moi,
je trouve que c'est très bien comme justement période de transition. Donc dans notre asso, on accueille beaucoup de volontaires et on a beaucoup qui sont aussi en année de césure, qui viennent de finir un bachelor, qui ne savent pas s'ils veulent continuer en master, qui se posent des questions, ou qui viennent de finir leur master, ils ne savent pas s'ils veulent travailler, ou alors ils ont fait un stage qui les a dégoûtés, et du coup, voilà, ils veulent se réorienter. Donc c'est bien pour ça, quoi. Tu peux retrouver des personnes avec qui tu peux discuter, avoir un même langage. Mais si tu es plutôt sûr, on va dire, je te conseillerais de chercher en parallèle. Parce que si tu trouves un poste qui vraiment t'intéresse et qui te motive, tu y vas, quoi. Mais il faut juste pas oublier que tu as le droit aussi de partir d'un travail. Un service civique, il n'y a pas le risque puisque ça se finit, forcément. Des fois, quand on commence à entrer dans le monde du travail, il y a un petit risque. Il faut avoir un peu plus de courage pour s'en sortir après si on n'aime pas. Voilà. La réponse générale est oui. D'accord, merci. Et est-ce que tu connais aussi le VSI? Oui, j'en ai pas fait, mais ouais, je conseille totalement aussi. Et c'est un peu un équivalent, mais à l'étranger, du coup. C'est ça. Après, c'est pas totalement la même chose, surtout au niveau des indemnités et du type de mission aussi. Le VSI, je dirais, ça ressemble plus à un travail. Alors que le volontariat, ça ressemble plus à je dirais pas bénévolat, mais ça ressemble moins à un travail. Si je peux peut-être compléter sur la question, et Jules et Lucie, n'hésitez pas aussi à donner vos retours sur cette question-là en particulier. La différence un peu, c'est que le service civique, la philosophie, c'est plus de recruter les gens sur leur motivation et leur volonté de s'engager pour un projet. Là où le VSI, tu es plus recruté un peu sur tes capacités, parce que c'est souvent des postes avec quand même pas mal de responsabilités. Voilà. Donc il faut aussi pouvoir assumer le projet, la mission pour laquelle tu es engagé à l'étranger. Donc c'est plus... on en attend plus d'un volontaire de solidarité internationale que d'un volontaire de service civique en France. C'est pas exactement les mêmes enjeux, mais après en termes d'expérience et tout, je pense que les deux sont de toute façon très enrichissants et tu peux totalement faire les deux. C'est pas l'un ou l'autre. Voilà. Ouais. Et pour rebondir par rapport à sur les services civiques, moi par exemple, j'ai fait un service civique dans le cadre du programme Génération Climat. Je pense que Jules va vous en parler, mais c'est un programme qui m'a permis en fait de réaliser mon projet en faisant un service civique. Donc pour le coup, j'avais pas d'encadrement et j'étais très indépendante dans la manière de conduire mon service civique. Donc en fait, il y a aussi plein de possibilités différentes. Vous pouvez très bien vous rapprocher d'associations et proposer certaines missions à construire en service civique en fait. Donc c'est aussi, ça vous laisse une liberté assez chouette qu'il n'y a pas dans le VSI, sachant que les VSI c'est plus des commandes. Après, je pense que 90% des services civiques c'est des commandes. Mais comme la structure ne paye pas directement, enfin paye une petite somme, elle se permet plus de liberté aussi sur les services civiques. Voilà. J'ai cette impression-là. C'est vrai qu'il y a des assos qui proposent des services civiques où ta mission, en fait, c'est un projet personnel. Ça peut être un projet personnel. Euh, et après, je voulais ajouter que oui, le VSI, moi, je le verrais plus comme presque un mini. C'est une version de mini expat, jeune expat. Alors que le VSC, donc le volontariat en service civique, c'est plus vraiment ouais, de l'engagement. Et aussi, par contre, il y a si c'est du coup l'international qui t'intéresse, il y a des volontariats en service civique à l'étranger. Donc, tu peux postuler pour un volontariat en service civique pour une mission à l'étranger, quoi. Donc, voilà, il y a aussi ça. Ok, c'est super. Je pense que vous avez bien répondu à mes questions toutes les trois, donc merci beaucoup. Avec Ah, plaisir. je t'en prie. Est-ce que quelqu'un d'autre peut-être a une autre question? N'hésitez pas. Ah oui.
Emeline. Bonsoir, désolée, je suis arrivée en cours de route. En tout cas, merci pour la présentation. Moi, j'avais une question assez générale. C'était pour savoir si vous étiez optimiste pour l'avenir. Ah, du coup, c'est pas du tout représentatif de mon métier, c'est vraiment juste représentatif de moi-même. Non. Euh, Moi, oui, totalement. Euh, j'ai foi en l'humanité, j'ai foi au potentiel des jeunes. Et j'ai foi, je pense que mon voyage m'a beaucoup, beaucoup appris sur l'humain. Euh, j'ai été énormément, en fait, aussi habiter chez les gens. Et franchir le seuil d'une maison, ça apporte humainement plus que tout ce qu'on peut apprendre pendant toute notre scolarité ou toute notre jeunesse. Et je pense que j'ai énormément foi en la bonté des personnes et que finalement, chacun a une histoire derrière. Oui, il y a une histoire derrière chaque personne qui peut expliquer beaucoup de choses et que du coup, on peut guérir, on peut. Enfin, voilà, je crois, je crois au futur. Donc, après, c'est totalement personnel, mais moi, je vois un futur toujours en perpétuelle progression, quoi. J'ai énormément foi en vous tous, aux jeunes. Peut-être Jules et Lucie, si vous voulez également répondre à la question, ça peut être intéressant d'avoir vos... Moi, je ne veux pas casser l'ambiance, mais je n'y crois pas du tout, moi. Non, mais je rigole. Je rigole. Juste pour dire qu'en fait, je suis totalement d'accord avec Tian. Certes, il y a plein de choses qui ne vont pas, mais si on reste focalisé sur ce qui ne va pas, on ne voit pas ce qui va bien. Et ce qui se construit derrière tout ce qui est affiché comme catastrophe ou comme idée noire. Et pourtant, il y a plein de choses qui se font, il y a plein de choses, il y a plein d'initiatives qui sont prises individuellement. Je crois surtout aux initiatives individuelles parce que généralement, et collectives aussi, parce qu'en fait, c'est la combinaison d'individualité qui fait le collectif dans tous les cas. On ne peut pas avoir de collectif sans individualité. Il y a beaucoup d'initiatives individuelles qui se font et qui, si elles sont combinées ensemble, finissent par avoir à donner quelque chose de super intéressant. Et c'est super optimiste de voir, je le vois notamment avec Génération Climat que je coordonne, avec les initiatives qu'on reçoit, les initiatives qu'on soutient. Excusez-moi un instant. Les initiatives qu'on reçoit, l'engagement, l'engouement qu'on voit chez beaucoup de jeunes à vouloir faire changer les choses, parce qu'il y a encore un autre gap entre la volonté qu'ils ont et la possibilité de le faire. Mais ce qui est bien déjà, c'est la motivation, c'est d'avoir cette volonté-là. Et du coup, tout ça ne peut que nous rendre optimistes. Et ça, c'est aussi totalement personnel. Après, il y a beaucoup d'entre vous qui allez aussi, qui le faites déjà peut-être, et qui allez continuer dans cette lancée-là. Et c'est super intéressant, quoi. Et je voulais juste faire une autre précision tout à l'heure sur la question de Lucia. La différence fondamentale entre le VSI et le VSC, c'est qu'au niveau du VSI, il n'y a pas de limitation d'âge. Par contre, au niveau du VSC, c'est jusqu'à 25 ans. D'accord, oui, merci. Et Lucie, je ne sais pas si jamais tu as un avis sur la question, si tu es plutôt optimiste ou pas pour notre futur. Lucie est un exemple d'optimisme.
Merci Jules. Je pense qu'en fait, si tu travailles dans la solidarité ou dans les questions climat, tu es obligé d'avoir une certaine forme d'optimisme. Sinon, en fait, autant s'enfermer chez soi et pleurer, quoi. Oui, j'ai une forme d'optimisme. J'ai de l'espoir, en tout cas. Je sais aussi que c'est vraiment une montagne qu'on a à traverser. Et c'est pas une petite montagne. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. C'est très déprimant de voir qu'il y a beaucoup de choses à faire et que des fois, il y a peu d'argent qui est mis, qu'on sent que le système n'est pas propice à faire bouger les choses. Ça, c'est très, très frustrant quand on est dans ces milieux-là. Mais c'est aussi trop chouette quand on commence à rencontrer des gens et qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à vouloir faire bouger les choses. Et là, on se dit genre, c'est chouette en fait. Là, on peut, il y a des choses qui se passent, etc. Donc, en tout cas, il faut savoir, je pense, s'entourer pour pour croire au futur. Mais ça dépend des milieux. Il y a des milieux qui sont quand même très, très déprimants. Donc, Merci pour vos réponses. Moi, je pense que je suis quand même aussi un peu dans le camp des optimistes. Je suis un peu d'accord avec ce que tu dis, Lucie. Sinon, dans ces milieux-là, c'est vite un peu déprimant. Enfin, je pense qu'il faut être assez optimiste quand même pour s'engager dans ce chemin. Je propose qu'on passe peut-être au deuxième témoignage. Je ne sais pas, Jules ou Lucie qui veut se lancer et raconter. Et oui, Tiane, du coup, merci beaucoup pour Désolée, la participation. Je ne pourrais pas rester avec vous pour le reste de la soirée, mais merci beaucoup. Et puis, au plaisir de vous rencontrer en vrai un jour. Tiane, je pourrais Oui. prendre tes coordonnées chez Diane pour qu'on voit ce qu'on peut faire Mais ensemble. avec grand plaisir, Jules. Okay. Et si tu es d'accord également, peut-être que je pourrais envoyer ton mail aux participants et aux participantes. Je l'écris là dans le chat si vous voulez déjà le prendre en note. Voilà. Si jamais plus de questions viennent après. Pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'être venu et pour ton témoignage. Merci, avec plaisir. Bonne suite. Ciao, ciao. Bon, alors du coup, j'enchaîne. Je vais essayer d'être rapide, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas même à arrêter ou poser les questions au fur et à mesure. Peut-être, je vais commencer par mes études et d'essayer d'un peu de dérouler le fil. Parce que je pense que arriver à s'engager, c'est... Alors, il peut y avoir... Enfin, en tout cas, pour mon cas, c'est quelque chose qui a été mûri depuis assez longtemps. Et c'est pas une révélation que j'ai eue, en tout cas, voilà, ou une reconversion. Donc, pour moi, ça a été quand même assez tôt, cette envie de m'engager sur les questions environnementales et de solidarité. Je pense déjà au début dans mes études, j'ai commencé par une licence en droit et en géographie. Et après, je suis partie dans un master à Sciences Po en politique de l'environnement. Et pendant mes études, j'ai eu la chance de rencontrer, de m'engager dans différentes associations. Une première association qui s'appelle le BAM, qui s'appelle le Bureau d'accueil et d'accompagnement migrants. Du coup, c'était vraiment la porte d'entrée dans l'engagement parce que du coup, j'avais entendu parler par une copine qu'il y avait un lycée qui était squatté dans le 19e arrondissement et qu'il y avait plus de 1000 personnes qui squattaient ce lycée-là. Et donc, je suis allée voir et j'ai rencontré plein de personnes super chouettes avec qui je reste en contact aujourd'hui. Et en fait, ça me tournait un peu dans la tête. C'était en 2015. On parlait de la crise des migrants, etc. Mais concrètement, je ne savais pas trop à quoi ça correspondait concrètement, cette crise des migrants, à part des canaux dans la Méditerranée qu'on voyait à la télé. Du coup, j'ai voulu aller voir concrètement qui étaient ces personnes, leur histoire, etc. Et j'ai commencé à m'engager avec de l'aide administrative, des soutiens de cours de français, etc. Et surtout, ça a commencé à m'apporter un intérêt aussi très fort sur les questions migratoires et forcément de solidarité, du coup, derrière.
Après ça, du coup, en master, j'ai intégré une association qui s'appelle Climates, dans laquelle je suis restée pendant un long moment. Alors aujourd'hui, j'en fais partie sans en faire partie. C'est une association de jeunes, donc j'essaye aussi de me passer la main. Ça fait aussi partie de la vie de certaines associations. Et du coup, j'ai commencé à rentrer dans cette association, qui est une association de jeunes engagés pour le climat, à travers un projet documentaire. En fait, on était une bande de jeunes du coup intéressés par la thématique des migrations environnementales. Du coup, j'avais gardé ce côté genre migration. En même temps, je faisais un master en politique de l'environnement, donc j'étais en mode bon, bah, j'ai trop envie de faire des choses en lien avec le climat. Et donc, ce sujet m'est venu hyper naturellement en me disant genre, ok, aujourd'hui, on n'en parle pas vraiment de la question des migrations environnementales, ou alors on en parle, mais on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Et je pense que j'avais un peu une espèce d'obsession aussi de raconter des histoires, et un peu cette obsession de me dire, mais en fait, pourquoi ça choque pas les gens, ce qui se passe, et pourquoi, en fait, bah, les gens ne sont pas surpris, indignés, révoltés, etc. Et à me dire, bah, peut-être qu'ils n'ont pas assez d'histoire, peut-être qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Donc, en fait, avec cette volonté, et me dire, bon, bah voilà, ok, j'ai envie de parler de ce sujet, et j'ai envie de le comprendre aussi. Et quoi de mieux que d'aller aussi sur le terrain pour le faire. Et donc, on a décidé de se lancer dans un documentaire. Alors, je n'étais pas du tout documentariste à la base. J'avais jamais eu d'expérience semblable. Je n'avais jamais fait une vidéo, même moi-même. Donc, je me suis un peu embarquée là-dedans sans savoir du tout à quoi ça allait mener. Après, on était en équipe, donc il y avait deux potes à moi qui avaient une expérience en audiovisuel. On était deux à avoir plutôt une expérience sur le contenu en termes de plus de connaissances, de recherche, etc. Et donc, ça s'est constitué un peu comme ça, genre deux personnes avec un côté un peu journalistique et deux autres avec le côté audiovisuel. Et on est parti au Bangladesh, du coup, pendant plus d'un mois pour faire un film. Alors, honnêtement, on a commencé avec de grandes idées en tête. La réalité nous a rattrapés sur plein d'aspects. On pourra en reparler si vous voulez, mais voilà, en tout cas, peut-être que si j'avais su, j'aurais pas forcément fait, ou j'aurais pas forcément fait comme ça. Et ça fait partie je pense, de l'engagement de se tromper, ou alors de faire des choses un peu folles dont on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça va donner. Mais du coup, ça a quand même donné aujourd'hui 2 épisodes sur le Bangladesh, puis après 2 épisodes sur le Sénégal, parce que j'ai décidé de continuer l'aventure. Et ça a été possible parce que j'ai participé à un programme qui s'appelle le Programme Génération Climat. Encore une fois, Julie vous en parlera mieux que moi. Mais du coup, un programme qui permet d'être accompagné, de recevoir des fonds quand on a des projets en lien avec la solidarité internationale et le changement climatique. J'avais postulé aussi un prix qui s'appelle Prix Jeunesse et Migration, qui m'a permis aussi de financer ce projet-là. Et donc, l'idée, en tout cas, sur cette web-série documentaire, c'était faire un objet qui puisse servir d'outil de sensibilisation pour les jeunes et les moins jeunes, mais en tout cas qui puisse permettre au grand public de visualiser ce que c'est que les migrations environnementales et d'avoir un support pour en discuter, vraiment un support de débat. Aujourd'hui, ce projet, il a continué, parce que cet été, on a encore fait un tournage. On a eu des financements supplémentaires, cette fois de la Commission européenne. Donc, voilà, on a passé une petite étape en termes de bailleurs. Et il continue. Alors, il a encore besoin de mûrir, mais disons que là, aujourd'hui, on est en capacité de faire un 26 minutes, alors qu'au départ, on faisait plutôt des épisodes de 10-15 minutes. Et voilà, donc on a fait un tournage en Europe, dans différents pays. Et je pourrais aussi vous en parler plus précisément, mais voilà, c'est un projet du coup qui m'habite et qui m'habite depuis longtemps, maintenant depuis 6 ans. Du coup, parallèlement, j'ai pas fait que ça. J'ai fait plusieurs stages. J'ai fait notamment un stage à l'Observatoire Hugo, qui est un centre de recherche sur les migrations environnementales.
parce que je suis un petit peu obsédée par la question des migrations environnementales, du coup. J'ai bossé à l'Observatoire Hugo, du coup, là, en tant qu'assistante de recherche, et j'organisais aussi un festival de cinéma. Et c'était en Belgique. C'était assez chouette comme expérience. Et puis après, j'étais au réseau Action Climat, un réseau qui est un réseau en gros, de toutes les grosses associations environnementales aujourd'hui en France, et qui est un réseau qui est basé, qui fait principalement la coordination et du plaidoyer. Qui porte le plaidoyer en gros de tout, qui essaye de réunir en fait les avis de toutes les grosses organisations environnementales sur le climat pour homogénéiser tout ça et avoir une force de frappe beaucoup plus forte au niveau institutionnel. C'était vraiment une expérience hyper enrichissante aussi. Du coup, là, c'était donc j'avais le côté climate, côté donc assez militant, mais bon, très bénévole et très voilà, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Et c'est aussi intéressant d'aller faire un tour du côté des plus grosses ONG qui, en fait, ont beaucoup plus de moyens, qui sont en capacité qui ont des process qui sont beaucoup plus clairs et définis. Et ce qui fait que quand tu es engagé dans ces structures-là, du coup, tu perds aussi moins de temps à gérer des trucs très administratifs, financiers, etc. Des choses, en fait, auxquelles tu n'avais pas du tout pensé quand tu as commencé à dire, genre, je vais faire un documentaire, mais en fait, tu dis, genre, putain, en fait, 30 à 40% du temps, en fait, c'est gérer des factures et gérer le fait que il faut que j'ai des financements et gérer ça et ça et ça. Et donc, du coup, l'action, des fois, elle te paraît un peu loin quand c'est ton projet. Et quand tu es dans des grosses structures, c'est beaucoup moins le cas. Donc voilà, j'ai fait un stage au réseau Action Climat. Et après qu'est-ce que j'ai fait après, le fait d'avoir fait ce documentaire, ça m'a amené, alors en partie, ça m'a amené à 2 choses l'année dernière, à devenir présidente de mon association, donc du coup de Climate, à me dire genre OK, j'ai envie de prendre cette responsabilité, j'ai envie, c'était une activité bénévole, donc pas facile de faire ce choix-là parce que pour le coup, j'étais du coup en partie au RSA une grosse partie de l'année. Pas forcément du coup évident, mais c'était une expérience archi enrichissante où du coup je coordonnais une équipe de 15 bénévoles au bureau, mais du coup avec plus de 300 membres de l'association, et puis c'est un réseau beaucoup plus large aussi à l'international. Donc du coup, en termes d'expérience, c'était hyper intéressant et voilà, une opportunité de prendre des responsabilités très vite, vraiment très chouette, très fatigante aussi, mais hyper intéressante. Et parallèlement, ça m'a amené aussi à être consultante pour un réseau qui s'appelle Des pompes à des murs. Donc, j'ai terminé cette mission-là. Du coup, aujourd'hui, je ne suis plus consultante pour ce réseau. Mais c'est un réseau, du coup, qui bosse sur les questions de migration internationale et qui du coup, cherchait à un peu structurer, enfin comprendre concrètement qui travaille sur les questions de migration environnementale aujourd'hui et donc comment structurer leur action par conséquent sur ces thématiques-là et voir si la thématique des migrations environnementales peut servir le plaidoyer en faveur de la solidarité internationale et de la lutte contre le changement climatique, en gros. Et du coup, moi, j'ai fait une cartographie d'acteurs pour eux qui devrait sortir dans pas très longtemps, normalement. C'était une expérience intéressante, mais assez difficile parce que pour le coup, c'est du coup les activités de consultant. C'est pas simple comme posture, on pourra en rediscuter, mais des fois, j'ai un peu l'impression que je me suis engagée un peu vite là-dedans et que j'étais peut-être un peu jeune pour gérer la relation, notamment le fait d'avoir la posture de consultant n'est pas simple parce qu'en fait, elle t'amène à du coup avoir une posture d'expert. Donc c'est difficile de dire quand tu sais pas. C'est difficile de dire genre là je suis perdue, je sais pas, j'ai pas compris ce que vous voulez ou en fait c'est pas clair vos attentes, etc. C'est beaucoup plus facile de le faire quand on est salarié finalement parce qu'en fait l'employeur accepte ce côté-là d'avoir en fait un rôle de formateur
et il a tout intérêt à vous former et à faire en sorte que ça se passe bien. Quand on est consultant, en fait, on fait appel à vous parce que justement, on ne sait pas et parce qu'on a besoin de quelqu'un pour résoudre un problème. Donc, du coup, voilà, c'était une posture intéressante, mais pas facile. Du coup, je me suis beaucoup posé la question après en me disant, genre, comment, en gros, je peux combiner le fait de travailler sur mon documentaire, ce qui me prend beaucoup de temps, et en même temps de pouvoir être rémunérée correctement et de pouvoir continuer ces projets-là. Donc, à me dire, ouais, être consultante, c'est vraiment super. Et j'en reviens un peu en me disant, genre, en fait, c'est pas si simple que ça. Ça demande d'avoir un réseau hyper important et de relancer en permanence les gens, de pouvoir faire valoir le fait qu'on a une expertise à défendre, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, donc de se batailler très très fort. On a l'impression que c'est bien payé des fois quand on voit les chiffres, mais en fait, il y a aussi du coup énormément de choses administratives à gérer, et donc il y a quand même un bon tiers qui disparaît après en charge pour les impôts, etc. Donc c'est pas évident. Donc voilà, et aujourd'hui, du coup, pour terminer, j'ai commencé un CDD du coup de 3 mois dans une structure qui s'appelle AnimaFac, qui est un réseau d'associations étudiantes. Alors, rien à voir avec le climat, peut-être plus avec la solidarité, mais je me suis posé la question de pourquoi je faisais ça. En même temps, la réponse la plus simple, c'est que j'étais en du coup difficulté financière. Du coup, j'ai postulé à ce poste qui me permet de me former aussi sur plein de techniques d'animation, de formation, etc. Et voilà, qui aussi une expérience très intéressante. Et des fois, ça fait du bien aussi de se décentrer des sujets sur lesquels on travaille pour pouvoir prendre de la hauteur et puis se rebooster aussi. Parce que des fois, c'est quand on a le nez dans nos thématiques, je pense que ça peut être aussi très fatigant et un peu voilà, démoralisant de se dire ok, quel est mon impact, etc. Et en fait, quand on en sort, on se dit ah putain, c'est vraiment chouette en fait, et ça vaut le coup de continuer là-dedans. Donc voilà. Mon expérience n'est pas du tout stable. Et quoi, ça fait 2 ans que je suis sortie des études. Donc voilà. J'étais étonnée d'être invitée à cette soirée aussi parce que mon insertion professionnelle, je ne la trouve pas évidente en termes de... voilà, c'est pas des chemins évidents en fait de bosser dans ces domaines-là, parce que du coup, voilà, je ne suis pas sortie du master en ayant un taf et une sécurité financière, matérielle, etc. Par contre, j'ai plein d'expériences et des choses vraiment très très chouettes. Le Covid est passé par là, c'était vraiment pas évident. Voilà, donc avec plaisir pour discuter un peu plus précisément. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé dans toutes ces histoires différentes et dans toutes ces expériences. Où je laisse la parole peut-être à Jules si tu veux continuer, et puis après on peut faire les questions ensemble, je sais pas. Merci Lucie. Peut-être si déjà il y a quelques personnes qui ont des questions, on peut aussi... moi je crois que Noum a une question. Et puis juste, moi j'étais contente de t'inviter aussi justement parce que tu as un parcours fait de plusieurs étapes, et c'est intéressant aussi d'avoir des histoires différentes des chemins très linéaires qu'on peut imaginer parfois. Donc en tout cas c'était très intéressant. Et du coup je laisse la parole à Nouma. Si tu veux. Je mets ma caméra parce que c'est quand même plus sympa avec ma tête. C'est vrai que l'engagement bénévole, c'est vraiment pas valorisé, surtout en tant que président. On y accorde beaucoup de temps, c'est un investissement personnel qui est assez lourd. Du coup, c'est vrai que la voie de consultant, c'est assez attrayant. Moi, à terme, j'aimerais bien être rémunérée pour ma propre association, mais je ne sais pas si c'est une voie qui est réaliste ou qui est faisable facilement. Donc, je voulais avoir un peu votre avis là-dessus, de continuer sa propre association et avoir comme but en fait de s'auto-rémunérer par sa propre structure. Si vous pensez que c'est quelque chose qui est réalisable ou non, s'il vaut mieux continuer à côté dans d'autres associations en tant que salarié ou en tant que... Je pense que c'est complètement possible. Certains l'ont fait. Ça demande énormément d'énergie en fait. Le stade de l'association entre l'association bénévole et passer au premier salarié, c'est vraiment une étape pas simple pour les assos,
parce que sécuriser du financement, c'est compliqué. Ça veut dire soit avoir en fait une offre qui permet de dégager beaucoup de liquidités, mais du coup, c'est plus rare. Soit avoir une subvention qui soit sur le long terme, mais ça demande d'avoir une crédibilité aussi assez importante au niveau des projets qui puissent justifier le fait d'avoir une personne salariée. Et aussi, autre difficulté, c'est que moi, par exemple, à Climate, j'étais l'année où on avait recruté notre premier salarié. Et finalement, c'était un salarié qui a été recruté pour gérer des choses administratives et financières. Donc, avec souvent cette réalité que quand on crée des associations, les premières tâches qui sont salariées, c'est des tâches administratives et financières. Et c'est peut-être pas. Enfin, après, c'est bien, il en faut, etc. Mais du coup, en termes d'action, c'est pas forcément ce que tu veux. Moi, je sais que j'y avais réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi je ne postulerais pas, etc., pour être salarié et tout. Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, j'ai pas du tout envie de gérer des budgets et des documents administratifs, etc. Donc voilà. Donc, c'est pas une étape forcément évidente. Je me la suis posée aussi parce que j'ai pour projet de créer une association. Enfin, plus ça va, plus je me dis qu'à la base, mon projet documentaire, il est relié à Climate, donc à cette structure-là. Et en fait, j'ai envie de développer un projet qui me ressemble plus, enfin, en tout cas qui ait sa propre identité, avec à la fois cet aspect audiovisuel et en même temps en développant des ateliers, parce que je suis en train de développer des ateliers du coup à destination des lycéens. D'ailleurs, j'ai reçu un prix avec Engagé Déterminé, le pied. Super prix. Du coup, ça, c'est un projet que j'ai, mais je me dis, est-ce que c'est quelque chose qui pourra se faire tout de suite? Est-ce que c'est horrible, mais est-ce qu'il ne faut pas attendre d'avoir le chômage ou ces choses-là pour pouvoir lancer les choses et sécuriser le tout et pour pouvoir lancer les choses un peu en grand? Voilà. C'est un peu délicat, c'est des questions de timing. C'est faisable, mais voilà. Avec, en tout cas, la transition asso bénévole et asso salarié, elle est compliquée. Mais du coup, Jules, qui est dans une association salariée, pourra plus t'expliquer. Juste pour compléter ce que Lucie dit, c'est juste qu'il faut savoir que la transition ne se fera pas du jour au lendemain. Il y aura tout un process. Tu risques de te décourager à un moment parce que ce sera super compliqué. Donc, il faudrait que toi, déjà, tu saches quels sont les sacrifices, le degré de sacrifice que tu peux faire pour aller jusque-là, pour poursuivre ton projet et te dire, je veux porter ce projet, je peux porter le projet de mon association au point d'en être salarié. Donc, parce que comme Lucie te disait, c'est tout un process. Par exemple, la plupart des structures de financement, les bailleurs, nous sommes un bailleur à la fondation et ce qu'on précise, c'est qu'on ne finance pas le fonctionnement des associations. Parce que l'idée, en fait, c'est de financer l'initiative. Mais ça n'exclut pas qu'on reçoive des budgets avec des frais salariés. On ferme juste les yeux dessus parce qu'on sait que dans tous les cas, si on donne 10 000 euros sur une année, ce n'est pas 10 000 euros qui fera un salaire. Et qu'ils vont se projeter pour aller vers d'autres sources de financement. Et c'est aussi l'idée qu'on a dans le process qu'on met en place de faire, d'accompagner les structures de jeunes, les associations de jeunes ou même les jeunes dans leur processus d'engagement, c'est-à-dire partie vraiment déjà il y a partie de l'idée à l'action, mais aussi la construction avec les degrés de dispositifs que nous avons, c'est partie des coups de pouce avec vraiment l'initiative, penser, il y a encore la réflexion sur l'initiative, les coups de main, les bourses d'excellence, mais à côté, on met à la disposition des jeunes lauréats du programme comment dire, des opportunités de financement pour qu'ils puissent trouver d'autres financements qui viendront
abonder sur le financement qu'on leur donne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour les projets qui sont vraiment, qui ont eu des coups de cœur, qui ont eu des trucs où on voit vraiment une super dynamique, c'est qu'on n'hésite pas à faire le lien entre le jeune et un partenaire de la fondation qui finance aussi des projets qui se rapprochent du projet du jeune. Je prends un exemple, je prends deux exemples. Il y a Naomi, qui est une ambassadrice du programme aussi, qui nous a soumis en 2017, non 2018, un projet de transformation de déchets en combustible qu'elle voulait aller réaliser au Bénin. Sur le coup, elle nous a dit, elle, son idée, c'est vraiment de se salarier sur son projet, d'être vraiment d'aller au Bénin, créer une structure locale, se salarier dessus. Elle a commencé le projet, il était super, super bien ficelé. On l'a financé 2 fois, je crois, 3 fois. Et par ailleurs, elle a fait un gros travail, non seulement de communication, mais de valorisation de son initiative. Et avec tout l'impact que le projet a eu, on l'a renvoyé vers d'autres partenaires de la fondation, comme la fondation Valorem, qui est un de nos partenaires, qui lui a rajouté 25 000 euros sur son projet. Donc, ça lui permettait de continuer à financer, de financer au-delà de l'initiative même, de financer aussi son salaire, le fonctionnement de sa structure, pas seulement son salaire, mais le fonctionnement global de sa structure. Avec tout ce qu'on a fait tout autour, parce que là, on l'a vraiment tenu à bout de bras autour de son projet, elle est allée capter des financements un peu partout avec comment dire, je vais dire, le badge FNH d'appui de son projet. Elle est vraiment allée capter des financements. Actuellement, elle est financée par l'Union européenne. Elle réussit à capter des financements 60, 70, 100 000 euros sur son projet. Et elle est au Bénin. Elle est allée complètement s'installer au Bénin. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Quand elle est venue vers nous, ça faisait pratiquement 4 ans qu'elle réfléchissait sur son projet. Elle est elle est d'origine colombienne et béninoise. Donc, elle a d'abord voulu aller tester en Colombie pour voir si son projet pouvait pouvait se stabiliser en Colombie, mais ça n'a pas marché. Elle a fait 2 ans en Colombie avant de revenir en France, essayer de remettre tout sur pied au niveau de la France et maintenant de choisir une autre destination où elle pouvait bien réaliser son projet. Il y a une autre structure des jeunes de Bagnolet ils ont eu plein de prix et ce n'est qu'après 6 ans qu'ils ont pu prendre leur premier salarié et c'est l'année dernière qu'ils ont pris leur premier salarié et c'est après avoir fait 6 ans de travail bénévole et tout. Et comme Lucie te disait tout à l'heure, finalement, la première salariée qu'ils ont pris, c'est une des jeunes filles qui était bénévole avec eux, qui travaillait sur le projet, mais qui, comme elle avait un background de gestion administrative et financière, a été salariée pour faire cette gestion administrative et financière. Tu vois, du coup, elle s'est un peu éloignée de la question du terrain pour gérer l'administratif. Donc, si après, tu te dis, si tu veux te salarier et que tu as la capacité, parce que le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que tu peux gérer toi. Si tu as la capacité de faire le terrain et l'administratif en même temps, c'est tout bénef, mais c'est compliqué. Ce n'est pas impossible, mais c'est compliqué. Et tout. Mais c'est super intéressant, tu peux le faire. Beaucoup l'ont fait. Lucie le fera sûrement bientôt. Pourquoi tu ne le feras pas? Non, c'est pas impossible. Non, je le vois vraiment comme un cercle vertueux. En fait, plus on s'engage, plus on est récompensé. Donc, plus on est récompensé, plus on a de temps à passer sur le projet et puis le fignoler, le rendre complet, et plus ça va déclencher des financements. Donc, c'est sûr que c'est un processus à long terme, mais il y en a qui font, et c'est aussi à ce niveau-là que le service civique est intéressant, du moins comment
comment on l'encourage en fait. Il y en a qui, parce qu'ils sont sur un projet et que ils veulent aussi avoir des rentrées d'argent pour pouvoir gérer le quotidien. Pardon, c'est pas important, l'indemnité n'est pas importante, mais ils se mettent quand même en service civique pour pouvoir suivre le projet. Là, on a un jeune qui s'est mis en service civique, sur un service civique de 10 mois pour mieux construire son projet et asseoir les bases de son projet, parce qu'elle aussi, son idée, son objectif, c'est de se salarier, de créer son association et de se salarier au sein de son association. Non, là, elle a choisi la voie du service civique parce qu'elle a la possibilité, à travers ce service civique-là, de se concentrer sur son projet, parce que son service civique, en fait, sa mission, c'est réaliser son projet, son propre projet, et non aller réaliser le projet d'une autre structure. Tu vois, du coup, ça lui permet d'avoir ça lui permet d'avoir cette possibilité-là de travailler sur son projet avec une source de revenus qui n'est pas importante, on le sait, mais qui est mieux que rien, en fait, et qui lui permet de se concentrer sur son projet. Tu peux aussi être prestataire de ton association, d'ailleurs. Ouais. À part si tu es... du coup, attention, à part si tu es dans le bureau ou le CA. Faut faire attention à ça. Merci beaucoup pour vos réponses. Je pense, Nouma, c'est des sujets dont on aura l'occasion de reparler. C'est aussi un sujet AED sur lequel on veut plus accompagner les associations. C'est toujours des questions assez compliquées, le passage vers la professionnalisation. Mais voilà, il y a des assos dans le réseau qui ont franchi ce cap. Donc, ça peut se faire. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui avaient peut-être d'autres questions pour Lucie ou pour Jules. Oui, Isséché. Merci. Moi, c'est Madoché. Madoché, on s'appelle Isséché. Je viens du Bénin. Voilà. Donc, j'ai vraiment une petite préoccupation. Et c'est s'agissant de... D'abord, je suis ici, je suis en Master 2 à Mulhouse, à l'Université de Mulhouse, dans le parcours de développement durable des territoires. Et là, j'étais d'abord au Bénin dans une organisation non gouvernementale qui traite des questions environnementales qu'on appelle Jeunes volontaires pour l'environnement. Et là-bas, j'ai pu avoir le goût de l'environnement, des questions environnementales. Et j'étais à la base dans une formation de master qui a beaucoup plus relation avec la statistique. Donc, je me suis dit, bon, comme je suis dans une organisation non gouvernementale, pourquoi ne pas chercher quelque chose dans le domaine environnemental, d'autant plus que j'aime bien la chose pour mieux me spécialiser. Et donc, c'est ce qui a fait que je suis venu ici en France pour pouvoir faire ce master en développement durable des territoires. Et aussi, j'ai nourri beaucoup de projets. J'ai nourri beaucoup de projets, beaucoup plus dans le domaine des inondations. Voilà. Donc, je me demande présentement, avec ce que j'ai eu comme intervention, je me demande quelle serait la structure vraiment adéquate ici, où je peux vraiment bien ficeler ce projet, je peux vraiment bien solidifier ce projet afin que lorsque je vais dans mon pays, je puisse vraiment trouver un financement par rapport à ce projet, pouvoir travailler véritablement sur ce projet. Merci, c'est ma question. Alors, si je comprends bien, c'est un projet personnel, tu veux le mener en tant qu'association ou tu veux le mener comme projet professionnel par la suite, en fait? Donc, je veux le mener beaucoup plus en tant qu'association, d'autant plus qu'avant de venir, j'ai pu constituer avec un ensemble d'amis, on a pu déposer les documents pour pouvoir créer une organisation non gouvernementale, voilà, dans le domaine de l'environnement. Alors, je vais t'orienter vers le forum. OK. Après, tu peux aussi travailler avec EED, notamment sur l'accompagnement pour finir ton projet et tout. Mais tu as des structures comme le Forum qui financent des projets, c'est spécifique pour les diasporas, avec la possibilité d'être accompagné
par des structures, notamment par le Conseil des Béninois de France. Et ils ont les deux visions, France et Bénin. Ils pourront t'accompagner sur sur ton projet. EED pourra aussi le faire. Tu peux te rapprocher de ces deux structures-là. Tu as l'Agence des micro-projets qui finance aussi ce type d'initiative. Après, maintenant, tu peux aussi peaufiner. Ça dépend maintenant de l'orientation que tu vas donner à ton projet. Parce que là, tu as parlé d'inondation, tu as parlé de trucs. Donc, je ne saisis pas trop. Je ne vois pas vraiment quelle orientation tu donnes à ton projet, mais tu peux aussi venir vers Génération Climat pour déposer ton projet. Mais pour ça, il faut vraiment que tu te rapproches. EED, qui est un acteur du programme, peut t'accompagner pour construire et bien ficeler ton projet. Il y a deux éléments. Il faut que tu sois ici. Si c'est un projet d'envergure, il faut que tu aies une association ici, en France, qui va capter les financements ici pour mener ton projet au Bénin. Ça, c'est inévitable. Soit, si tu veux, après, ça dépend aussi de l'envergure du projet, en fait, parce que tu peux aussi, avec des amis, vous pouvez aussi déposer une demande de financement au niveau de Génération Climat sans être constitué en association, mais c'est limité à 2 000 € en fait, ce qu'on pourra vous donner si vous n'êtes pas constitué en association. Donc, il y a tous ces volets-là. Je pourrais déjà aider. Ils ont vraiment beaucoup de ressources à ce niveau-là. S'il y a des compléments de ressources dont tu as besoin, je pourrais aussi te les envoyer ou donner à Diane pour qu'elle te les envoie. Il n'y a pas de souci. En ce sens. Okay, d'accord. J'espère bien qu'on aura au moins vos mails à la fin de l'intervention pour pouvoir rentrer en contact avec vous. OK. Parfait. Oui, Madoshi, je t'ai mis mon mail dans le chat, mais j'enverrai de toute façon demain ou après-demain un mail général à tous les participantes pour partager toutes les infos dont on a parlé ce soir, notamment le programme Génération Climat, etc. Est-ce que quelqu'un a une autre question? On peut peut-être passer à Jules, si tu veux nous parler un petit peu, toi, de ton parcours. Et puis, on pourra finir par un dernier temps de questions-réponses avant de se séparer. Alors, moi, j'ai un parcours en dents de scie, en fait. Comment dire? Moi, pour rigoler, je dis toujours que dans mon parcours, il y a eu le moment des rêves, la désillusion, l'espoir, la désillusion après la stabilité. En gros, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu être diplomate. Et j'ai construit tout mon parcours académique avec cette idée en tête. Je suis originaire du Cameroun déjà. J'ai fait presque toutes mes études au Cameroun. Et l'idée, c'était vraiment d'être diplomate camerounais. Parce que j'avais aussi cette idée-là, j'avais toujours, moi, l'une de mes passions, c'est le voyage. Et j'avais toujours voyagé, découvrir de nouvelles contrées, découvrir de nouvelles personnes, parce que c'est beaucoup plus les personnes qui m'intéressent, les nouvelles personnes, de nouvelles cultures et tout ça. Et j'ai construit vraiment mon parcours académique dans ce sens-là. J'ai fait droit international. Après, il y a eu, pour certaines raisons, je n'ai pas pu accéder à l'école de diplomatie au Cameroun. Et finalement, je me suis orienté très vite vers les ONG. J'ai travaillé dans une ONG. En fait, j'avais un deuxième volet. J'ai fait un master de recherche en droit international. Après, j'avais un volet. Je voulais soit, donc j'étais assez confus, je voulais soit m'orienter vers l'enseignement, être enseignant-chercheur, ou continuer vers les ONG. J'ai eu un premier poste en ONG au Cameroun qui me permettait d'allier les deux. J'étais attaché de recherche pour une jeune ONG qui travaillait sur les questions de droits de l'homme et gouvernance au Cameroun.
Comme toute première expérience, non, pas comme toute première expérience, malheureusement, cette première expérience a été très mauvaise. J'en suis parti assez dégoûté du monde des ONG. Concrètement, je me disais, purée, si c'est ça les ONG, franchement, c'est pas la peine, c'est mieux que je reste, je reste dans le domaine fonctionnariat et tout. Mais après ça, je suis venu en France comme j'ai été retenu pour le programme de volontariat international de la francophonie, où j'ai fait 1 an comme volontaire international de la francophonie. J'étais chargé des missions de coopération parlementaire au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Après mon année de volontariat, ils m'ont proposé un contrat supplémentaire d'1 année. Cette fois-là, parce que le but, c'est, après ton volontariat, ton année de volontariat, tu rentres. Et ben, ils m'ont proposé un contrat supplémentaire d'1 année. Et en faisant ça, j'avais un de mes collègues à l'APF qui enseignait, qui était prof à Paris 13 dans le cadre du master diplomatie et négociation stratégique, qui me permettait aussi de revenir à mes premiers amours. Et du coup, je suis allé refaire ce master en diplomatie et négociation stratégique. Mais autant j'étais heureux d'être dans ce domaine-là parce que je faisais de la diplomatie parlementaire. Mais j'étais aussi dérangé parce qu'au-delà du travail que je faisais, même quand j'étais en ONG au Cameroun, j'étais très engagé dans des organisations humanitaires, dans des organisations de solidarité. Et même quand j'étais en phase de solidarité internationale, où je donnais beaucoup de mon temps, presque tous mes week-ends, sur des actions de solidarité. Et je voyais le peu de moyens qu'il y avait pour ces organisations, pour ces actions de solidarité-là, alors que à la francophonie, on dépensait des centaines de milliers d'euros pour des trucs qui, à mon sens, c'était intéressant, oui, parce que c'était des grands messes, en fait, qui finalement concrètement n'avaient pas d'impact excusez-moi. Concrètement, n'avait pas d'impact, à mon avis, d'impact réel sur la vie des gens, parce que finalement, ça restait dans les grandes sphères. Et du coup, j'étais troublé par le fait de faire venir les gens du bout du monde, parce que j'organisais des gros séminaires, je faisais venir des gens d'un peu partout pour qu'on aille se retrouver quelque part et que on fasse de grands séminaires, il y a vraiment de gros événements qui s'organisent, mais qui, à la fin, aboutissaient à la rédaction d'un rapport qui était mis dans un tiroir et pour lequel on avait dépensé 50, 60, 70, 100 000 euros. Parce qu'il y avait les déplacements des gens en business, il y avait des hôtels 5 étoiles, il y avait plein de trucs qui, à mon sens, n'étaient pas étaient du superflu. Mais par ailleurs, je disais toujours, j'avais une double vie, j'avais ma vie de la semaine où je suis ce diplomate parlementaire, entre guillemets, et ma vie du week-end où je redeviens le gueux qui travaille avec les gueux, en fait. Parce qu'il n'y a plus le bling-bling de tous les stratégies, de tout le travail que je fais, de ce qui est ma profession. Et je reviens dans la vie réelle parce que je vais donner de mon temps pour aider les gens qui en ont réellement besoin. Mais bon, après, je me disais, il ne faut pas se plaindre. Ce que tu as, beaucoup de gens cherchent, donc il faut continuer dans ce sens-là. Après, mon contrat s'est achevé. J'ai continué à travailler avec eux sur des missions de consultant
sur des questions d'observation électorale. J'avais des contrats de consultant 6 mois par là, 4 mois par là. Et d'autre part, je me suis engagé dans une boîte de consultants, droit international consultant, avec lesquels je faisais beaucoup de travaux sur la gouvernance, principalement en Afrique. Et ça me permettait aussi de continuer à rester dans le domaine. Et dans le cas de l'APR, par exemple, à moi, on m'a compté le pôle jeunesse. Je me suis rendu compte que malgré quand même le fait qu'il y avait ces stratégies-là, vraiment, c'est ce que j'aimais faire, en fait. Accompagner les jeunes, toucher les jeunes, accompagner, les accompagner dans tout ce que je faisais, notamment même sur le volet privé, avec mes actions de bénévolat. Par ailleurs, j'ai coordonné pendant de 4 ans le réseau des anciens. Les 6 derniers mois après, j'ai fait mon site actualisé pour ces 8 mois-là pour coordonner ce réseau-là. Après, ça, c'est là que je suis tombé sur le Forum, qui est une plateforme de réseau de diaspora en France. Et en fait, les migrations internationales m'intéressaient beaucoup. Et j'étais très vite séduit par l'approche, par le projet Forum. En fait, le Forum, leur projet, en fait, c'est de valoriser l'apport des migrants et la contribution des migrants au développement et au vivre ensemble dans les pays d'origine et d'accueil, avec tout ce volet valorisation des initiatives, plaidoyer des aspirations de ces migrants-là, aussi tout le travail qu'on fait en amont sur tout le parcours migratoire, sachant que quand on parle de migrants ici, c'est vraiment toute la famille migrants, pas uniquement les réfugiés, les migrations, les migrants économiques, les étudiants, les réfugiés, et tout vraiment toutes les composantes de ce qu'on range dans le volet migration. Donc, j'ai travaillé pendant 5 ans au Forum où je m'occupais particulièrement du volet, tout le volet capitalisation des pratiques et initiatives, valorisation, et aussi tout un volet sur la recherche de financement et la conduite, la gestion de programmes, aussi tout ce volet plaidoyer-là en France et à l'international. Mais par ailleurs, je continuais parce que je m'étais inscrit en thèse de doctorat. Je voulais faire une thèse sur les questions de la gestion pacifique des conflits. Et finalement, je me suis rendu compte que la thèse, en fait, le sujet ne m'intéressait plus parce que je m'étais passionné du sujet sur l'immigration et du coup, j'ai stoppé la thèse parce que je voulais changer de sujet, mais il fallait que j'arrête complètement. Je ne pouvais pas changer à mi-chemin. Il fallait que j'arrête complètement et mon superviseur, ma directrice de thèse, en fait, n'avait pas la capacité de m'accompagner sur mon sujet, sur le nouveau sujet, l'immigration internationale. Donc, il fallait que je trouve un autre enseignant. Du coup, j'ai arrêté la thèse. Je n'ai pas encore fait pour l'instant. Mon boulot Forum, je continuais toujours mes missions de consultant. Là, je travaille depuis pratiquement 2000 avec l'université de Gothenburg en Suède.
je suis consultant, c'est un pays sur l'évaluation de l'évolution de la démocratie au Cameroun. Bon, pour les pays africains, c'est pour la plupart après les années 60, donc après les indépendances, et pour d'autres pays, c'est un peu plus tôt. Au sein du forum, j'ai très vite fait évoluer mon poste au point où, parce que j'ai toujours été super intellectuellement curieux et donc je prenais beaucoup de missions supplémentaires pour pouvoir élargir mon spectre autant pour moi d'action et aussi pouvoir toucher plein d'autres domaines que je n'avais pas dans mon background à la base. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux questions environnementales, notamment avec la COP 21 en 2015, avec tout ce qu'on a fait autour de la COP 21 en 2015, et que finalement, avec l'étude sur l'engagement des jeunes issus des migrations en faveur de la lutte contre le changement climatique, on a poussé, après ça, on a poussé on a continué le travail jusqu'à créer le programme, monter le programme Génération Climat, que j'ai coordonné au-delà de mes autres missions au sein du forum pendant pratiquement 4 ans avant de partir. Mais après, bon, au niveau du forum, j'avais besoin de changer. J'avais besoin de changer parce que ma compagne vit en Angleterre. Je voulais venir m'installer en Angleterre avec mes enfants. Et du coup, je voulais vraiment changer et ça me permettait aussi, au forum, je n'avais pas cette possibilité-là de travailler depuis l'étranger. Et bah, du coup, comme je travaillais avec la fondation sur le programme et qu'au niveau de la fondation, la référente partait en congé maternité et qu'ils avaient besoin ils voulaient que je reste sur la coordination du programme, bon, j'ai intégré l'équipe de la fondation. Et il y avait cette possibilité-là aussi de pouvoir travailler depuis l'étranger qui m'intéressait. Et voilà, c'est comme ça que j'ai intégré la fondation l'année dernière, en avril dernier, 2020, comme coordonnateur national du programme Génération Climat. Alors, très rapidement, c'est quoi le programme Génération Climat? J'allais pas laisser ça. Le programme Génération Climat, c'est un programme qui vise à susciter, accompagner mobiliser et accompagner l'engagement des jeunes en faveur de la lutte contre le changement climatique et pour les solidarités en France et à l'international. En gros, il repose sur 3 piliers: faire émerger des initiatives, et pour ça, on délègue ce pilier-là à des structures qui sont basées sur toute la France, des acteurs relais, qui ont ce travail-là parce que c'est eux qui touchent directement les jeunes, les accompagner, les sensibiliser sur les enjeux climatiques, les accompagner au montage du projet. Et après, au-delà de ça, il y a tout le volet mise à disposition des outils aux jeunes pour qu'ils puissent mieux construire leur engagement et le réaliser sur le terrain. Après, il y a le deuxième pilier qui est le financement des initiatives avec les différents dispositifs de financement dont j'ai parlé tout à l'heure, des coups de pouce, coups de main, bourses d'excellence et aussi les missions de service civique. Les coups de pouce, c'est jusqu'à 2 000 €. C'est pour des personnes qui sont vraiment des primo-engagés ou qui sont encore là, en train de définir leur projet d'engagement et tout. Les coups de main, c'est pour des phases 2, des coups de pouce sur des projets qui sont déjà assez bien construits. Et les bourses d'excellence, c'est vraiment des projets qui sont des projets d'ampleur. Après, il y a la possibilité de faire du service civique. Et comme Lucie vous disait tout à l'heure, ce qui est intéressant parce que Lucie est une des lauréates du programme. L'idée, la particularité avec nous, c'est que on veut vraiment que les jeunes soient acteurs de leur engagement et non qu'ils soient consommateurs d'un engagement défini par d'autres personnes. Donc,
C'est pourquoi on encourage les jeunes à construire leur propre, à venir avec leur idée d'engagement, qui se disent, voilà, je veux faire ça. Ils peuvent se rapprocher, s'ils connaissent des structures qui peuvent les accueillir, ils peuvent se rapprocher de ces structures-là, voir avec elles, ou alors se rapprocher de nous pour qu'on les oriente vers des structures qui peuvent les accueillir pour qu'ils réalisent leur mission de service civique. Et il y a aussi la possibilité de les accompagner, de se faire accompagner par les différents acteurs du programme. Et ce n'est qu'après ça que nous, on déclenche tout le processus avec l'agence de service civique, la prise en charge de ce qui est nécessaire dans le cadre du programme. Il y a ce volet-là. Il y a aussi le volet au niveau du service civique qui ne vous concerne peut-être, qui ne vous concerne pas spécialement parce que ça s'adresse spécifiquement aux jeunes non diplômés ou dit en précarité socio-économique parce que l'idée, c'est vraiment de leur ouvrir aussi les opportunités d'engagement pour qu'ils ne se sentent pas marginalisés du fait de leur situation économique, socio-économique. Voilà. Après, il y a le troisième pilier du programme qui est vraiment la valorisation. Et là, il y a non seulement la valorisation des initiatives portées par les jeunes, mais aussi la valorisation des profils de jeunes à travers notamment le réseau d'ambassadeurs. On essaie de mettre plus en avant les jeunes, valoriser leurs profils, les faire intervenir dans tous les espaces possibles pour qu'ils ce soit leur profil qui soit mis en avant, qui soit identifié comme personnes ressources parce qu'ils ont eu cette expérience et qu'ils peuvent valoriser, mais aussi les accompagner, les appuyer dans la valorisation des acquis de leur engagement sur leur profil, en fait, pour que, notamment quand il rédige son CV ou sa lettre de motivation, qu'il puisse, à travers certains outils, pouvoir identifier qu'est-ce que son engagement lui a apporté et comment est-ce qu'il peut le valoriser dans le cadre du programme. Donc voilà, en gros, de manière très rapide, mon parcours et le programme Génération Climat. Merci beaucoup, Jules, pour ta présentation. Peut-être que le programme Génération Climat pourra intéresser certaines des participants et participantes qui ont des projets. Je précise qu'il y a un appel à projet en cours qui s'achève, qui clôt le 18 octobre. Et que engagé, déterminé et acteur du programme. Donc, vous pouvez vous rapprocher de Diane. Je renverrai les infos vers Génération Climat dans le mail de récap. Est-ce que on va peut-être prendre quelques questions? S'il y a des questions, n'hésitez pas, c'est le moment de pouvoir échanger avec Lucie et Jules. Donc, pour ceux et celles qui sont encore là, n'hésitez pas à poser des questions. Ça fait quand même 2 heures. Oui. Je suis fatigué. Je me disais que l'opportunité de poser des questions peut-être personnelles. Ouais, vas-y Maëlle, je veux que tu lèves la main. Oui, bonjour. Déjà, merci beaucoup pour vos présentations. J'avais une question qui est peut-être plutôt théorique, mais je pense à des conséquences pratiques. Est-ce que donc, vos associations, donc en l'occurrence Génération Climat et les assos dans lesquels tu as travaillé, Lucie, sont des assos qui défendent ou explicitement ou en creux des discours, des démarches anticapitalistes, ou est-ce qu'il y a cette réflexion-là de la remise en question du système économique dans vos actions et vos discours, ou est-ce que c'est quelque chose que vous tenez plutôt à l'écart? Moi, personnellement, je peux répondre, c'est un peu difficile de répondre au nom de l'association, mais oui, concrètement, la remise en cause du système actuel, c'est un peu au cœur. C'est-à-dire que quand tu travailles sur les questions climat, tu es obligé de te poser des questions sur la remise en cause du système actuel. Après, est-ce que ça se manifeste avec les termes anticapitalistes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, on se pose des questions très importantes sur la décroissance, sur notre mode de consommation actuel, etc. Et donc, ça va forcément par une remise en cause du capitalisme à outrance. Après, c'est pas des positions... Voilà. Je pense que de manière générale, quand tu es dans le climat et de la solidarité, tu es obligé de te poser la question de la remise en cause du système actuel. Mais je ne veux pas répondre au nom du Forum ou de la FNH. Mais après, on sait aussi que
il y a cette notion de fameux pragmatisme qui fait qu'on est un peu obligé de suivre certaines règles établies par la société, qui fait que des fois, si tu veux obtenir des financements, si tu veux que ton projet vive, etc., ça veut dire dealer avec des acteurs avec lesquels tu n'es pas forcément les plus en phase et qui ne remettent pas forcément eux-mêmes en cause ce système-là. Mais voilà, ça fait partie du dialogue. Alors, je ne vais pas parler au nom du forum parce que je suis plus au forum. Même comme j'ai une idée, je vais plus parler beaucoup plus parler pour moi et ça se recoupe avec les positions de la FNH. En gros, ça revient parce que Lucie vient tous de dire, sans nécessairement le nommer comme ça, la fondation pousse à un changement dans la société, à une transition de la société vers une société plus durable et plus solidaire à travers ses actions. Et il y a tout un volet, notamment les actions de terrain que la structure mène à travers les actions de bénévolat nature qu'elle promeut, notamment les actions il y a le programme Mon Resto Responsable qui promeut notamment la question des circuits courts pour les restaurations collectives et d'éviter au niveau des restaurations collectives, d'aller vers des produits industrialisés et de se rapprocher notamment des producteurs locaux pour renforcer notamment la question des circuits courts et aussi permettre d'éviter l'impact de cette surconsommation et de l'éloignement des produits sur les questions environnementales. Et tout ce volet, je vous conseille vraiment d'aller sur le site de la Fondation. Vous avez des études qui sont publiées presque tous les mois, en fait. Vous avez tous les éléments sur les combats qui sont menés par la Fondation, sur sur les positions de la Fondation. Et vous ferez une idée vous-même parce que je peux vous dire que c'est anticapitaliste et vous allez lire une étude qui pour nous est anticapitaliste et vous vous dites mais non, ils n'ont pas fait assez, donc ils ne sont pas assez ils représentent pas assez ce que nous on veut porter. Mais l'idée vraiment c'est de montrer l'état du monde actuel et notamment beaucoup plus ce qui se passe en France et montrer comment ce qui se passe en France influe sur les questions environnementales et ça va dans tous les sens et de temps sur les questions des modes de production agricole ou industrielle, mais aussi sur les questions de l'orientation des financements. Est-ce que l'orientation donnée au financement fait par l'État, est-ce qu'ils vont dans la voie d'une véritable transition écologique et solidaire du pays ou si ce n'est pas le cas? Vous avez, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez entendu parler de l'affaire du siècle. Dans la dernière décision, je crois, c'est demain, je crois, jeudi. Ou c'est jeudi de la semaine prochaine, où la Fondation Nicolas Hulot, avec 3 autres organisations dont Oxfam, ont estimé en justice l'État sur son inaction climatique et où le juge, et ça c'est une décision historique parce que c'est la première fois que ça arrive dans le monde entier en fait, où le juge a condamné l'État et lui a donné 6 mois pour qu'elle revoie sa dynamique et qu'elle réponde aux objectifs, en fait, aux engagements qu'elle a pris en faveur du climat. Et l'État a fait appel dans la dernière décision, c'est demain ou jeudi la semaine prochaine, je n'ai pas la date exacte. Où l'État va, la Cour
je crois, la Cour de cassation va donner sa décision finale sur cette affaire-là. Allez taper sur l'affaire du siècle sur Google, vous aurez toutes les informations dessus. Donc, on travaille vraiment sur les valeurs portées, les valeurs d'humanisme, les valeurs environnementales, mais après, on ne les nomme peut-être pas comme vous les nommez. C'est aussi une question de terminologie. Donc, voilà quoi. Après, il y a plein d'autres structures qui travaillent aussi avec ces valeurs-là et qui, puisqu'elles sont vraiment très, très militantes, pour ne pas dire que nous, on n'est pas militants, en fait, des structures comme ATTAC qui ont utilisé cette terminologie-là que l'on n'utilise pas nécessairement. D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse. Effectivement, l'affaire du siècle, j'en avais entendu parler. C'est effectivement très intéressant au niveau du droit qui se passe en ce moment et on va voir ce qui va se passer. Mais merci beaucoup pour vos réponses. Je vous en prie. Après, pour l'affaire du siècle, on a besoin de personnes sur le parvis au Champ de Mars pour porter le flambeau mettre un peu la pression en fait, pas mettre la pression parce que la pression, on l'a déjà mise en amont, mais porter les couleurs de l'action qui a été menée. Donc, si vous êtes intéressé, je pourrais vous envoyer des informations pour que vous puissiez vous mobiliser sur le Champ de Mars avec tous les autres acteurs qui ont suivi et qui ont porté cette action depuis son début. Merci beaucoup. N'hésite pas à m'envoyer les infos et je les transmettrai aux participants et aux participantes. Je pense que on va pouvoir s'arrêter là. C'était quand même 2 heures très enrichissantes. Merci encore une fois beaucoup, Jules et Lucie, de vous être mobilisés un mercredi soir pour venir témoigner. Et puis pour les personnes encore là dans le public, dans le Zoom, j'espère que ça a pu vous éclairer et répondre à certaines de vos questions. Donc voilà, merci à tout le monde. En tout cas, alors, juste avant de terminer, c'est demain à 13h30. Voilà. Moi, je vais envoyer les informations. Demain à 13h30, c'est peut-être trop juste, mais bon. Oui, je ne sais pas si le mail partira avant, mais en tout cas, j'enverrai. Je mettrai le lien vers les infos de l'affaire du siècle. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Bye bye. Au revoir, bonne soirée.